Le retour à la forge, bienvenue à tous ou bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans la salle ou peut-être effectivement sur Twitch. J'espère que vous passez un bon event. En tous les cas, moi c'est le cas. Je vous avoue que je... Ah, attendez. On- Une invasion? Attends, c'est quoi, Skynet? Des séries de merde sur Disney+. Dites-moi non. Pire que ça. Une invasion de HTML mutant. Ok, très bien, très bien, très bien. Il nous faut un développeur héroïque. Comme nul n'est prophète dans son pays, il vient de Nantes. C'est Gaël. Merci d'avance pour ton talk. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là déjà. Donc je me présente très sommairement. Je m'appelle Gaël Poupard. Je suis développeur front et référent accessibilité chez OnePoint à Nantes. Donc. Vous pourrez me trouver sur pas mal de réseaux, notamment Mastodon, LinkedIn, GitHub, etc. Je fais aussi partie de l'association Paris Web, donc, qui organise un événement depuis 20 ans. On fait la 20e édition consécutive en septembre 2025, donc, ce qui est une exception absolue dans le cercle des événements techniques en France, et probablement dans le monde aussi. Donc on est très fiers, n'hésitez pas à venir et à vous renseigner sur l'événement Paris Web. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire peur avec l'invasion du HTML mutant. Les slides sont déjà en ligne si vous voulez aller les consulter sur mon site food.fr, donc ffoodd.fr. C'est mon pseudo, donc vous me trouverez aussi. Si vous me cherchez, je vous conseille de chercher ça plutôt que mon nom. Il y a plus de chances de trouver des trucs intéressants. Et donc food.fr/devquest.2025. Les slides sont juste du HTML et un tout petit peu de CSS et de JS. Vous verrez que c'est plutôt sympa pour suivre et adapter l'affichage aussi. On va commencer tout simplement par la présentation, l'introduction de notre héros du jour, c'est l'inspecteur. Pour ceux qui font du dev front, je pense que vous le connaissez déjà. C'est un outil indispensable. Pour les plus vieux d'entre vous, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà passé le siècle dans le métier, mais avant les inspecteurs, c'était quand même un sacré enfer de débugger un site web. Je me souviens encore du jour où j'ai installé la première instance de Firebug sur Firefox 3 en 2005, et c'était une révolution. Aujourd'hui, on a un outillage, c'est des machines de guerre, on a des porte-avions dans les navigateurs, donc profitons-en. Notre inspecteur, du coup, aujourd'hui, c'est notre héros. Il développe un site web et tout se passe bien pendant sa phase de dev. C'est l'écosystème qu'il maîtrise, il connaît, il a ses specs, il a ses implémentations, il maîtrise son framework, il est trop fort, tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Sauf qu'un jour, il se passe autre chose, il y a d'autres intervenants qui viennent jouer avec lui, notamment un auditeur accessibilité par exemple, qui va lui faire un petit rapport d'audit. Il va se passer aussi une mise en prod où on a toutes les intégrations d'outils tiers qui vont venir se mettre en surcouche sur son joli développement. Et là, surprise, donc généralement avant la mise en prod, je vous le conseille, sur une pré-prod, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui se passent très très différemment de ce qui se passe sur le poste du dev en local. Le DOM est sans dessus-dessous, on a des divs qui apparaissent, on a des petites pop-up d'abonnement à la newsletter qui n'étaient pas prévus, on a le bandeau d'acceptation des cookies qui finalement a changé de solution et en fait c'est plus du tout le bon design, on a des trucs qui bougent dans tous les sens. Merci le client qui a acheté des services tiers à brancher au dernier moment parce qu'il y a eu une licence sur une URL précise et donc on ne peut pas tester en local. Donc voilà, notre inspecteur, il se retrouve complètement déphasé et il se rend compte que là, il a du boulot, il a une invasion à contrer et faut y aller. Il a une caisse à outils, l'inspecteur, hein, il sait faire plein de choses. Mais il n'a pas de flingue, ça ne sert à rien de tirer sur tout le monde. Par contre, il a une API qui fait partie des spécifications HTML et qui est hyper puissante, qui s'appelle le Mutation Observer. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, ne serait-ce que de nom. Est-ce qu'à main levée, je peux avoir un petit aperçu des gens qui connaissent les Mutation Observer? Ouais, super, je ne suis pas venu pour rien. Les Mutation Observer, vous allez voir que c'est extrêmement simple à utiliser et c'est surpuissant pour gérer des changements dans le DOM. Il y a quelques règles de base pour ne pas se tirer dans le pied avec son API.
faut commencer par l'instancier, donc on instancie une classe Mutation Observer, on lui donne un petit nom comme on veut, hein. Traditionnellement dans toutes les démos que vous allez trouver dans le monde, c'est Observer. Je vous suggère d'aller regarder le code source de mes slides pour voir que ça peut être beaucoup plus rigolo que ça. Ensuite, on lui donne une cible, donc on lui dit littéralement d'observer quelque chose. Le premier paramètre, c'est une cible, donc un élément du DOM. Et là, vous pouvez vous lâcher sur les sélecteurs aussi et les méthodes pour sélectionner un élément. Ça peut être plusieurs éléments, ça peut être votre document entier si vraiment vous voulez faire de la surveillance à grande échelle. Il faut une fonction de rappel parce que sinon votre Mutation Observer ne fait rien. Donc la fonction de rappel, c'est ce qui va se passer à chaque fois qu'une mutation va être enregistrée. Et donc vous allez pouvoir faire tout un tas de choses dedans. Et enfin, il faut penser à le déconnecter de temps en temps. C'est particulièrement important quand vous travaillez dans une SPA qui en fait recharge jamais la page. Si vous laissez vos observeurs traîner trop longtemps ou qui se rechargent mutuellement et ce genre de choses, voilà, faut penser à les déconnecter à un moment donné. Maintenant qu'on a notre héros et nos armes, eh ben, on va pouvoir y aller. Et vous allez découvrir qu'il y a plein de mutations possibles dans le DOM. La première, c'est le zombie. Le zombie, il a tendance à changer d'attribut de temps en temps. Il est un peu dingo, et il ne se laisse pas faire. Là, on peut voir qu'on a notre petit mutant qui est de type zombie, et il a un attribut qui s'amuse à changer tout le temps. Et vous voyez, c'est vraiment le nom de l'attribut qui change régulièrement. Je ne sais pas si l'inspecteur est assez grand, n'hésitez pas à me dire s'il faut zoomer un peu. En tout cas, voilà, on voit ce genre de mutation, ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement d'être gêné par ce genre de changement. Quand on utilise typiquement des bandeaux de consentement de cookies ou des trucs comme ça qui viennent avec leur propre DOM, leur propre changement, interaction, etc. Et pour certains qui ne déclenchent pas d'événements que vous pouvez écouter avec AD Event Listener, mais qui s'amusent quand même à faire des choses. Dans ce cas-là, les changements d'attributs, c'est un bon indicateur pour surveiller quelque chose. Et donc, comment notre Mutation Observer va nous permettre de pallier l'invasion, d'empêcher l'invasion de nos zombies. J'ai été très imaginatif sur les illustrations, c'est que des emojis, donc désolé si vous ne les aimez pas, mais c'est vraiment pas cher à mettre en place comme illustration. Donc on a nos zombies qui commencent à arriver, là, qui nous envahissent, il y a de plus en plus d'éléments dont les attributs changent, et donc on peut voir que moi, ma sim, maintenant, c'est l'élément mutant. Je l'ai juste survolé, mais je me suis fait un petit web component mutant qui fait plein de trucs à l'intérieur que vous ne devriez jamais utiliser un jour hors cadre de cette démo. Et l'idée, c'est qu'on va donner des arguments, des options à notre Mutation Observer pour le paramétrer et lui dire ce qu'il doit surveiller. Par défaut, un Mutation Observer, même si vous l'instanciez et que vous lui donnez une cible, il ne va rien observer du tout. Il faut lui dire quoi observer. Il y a une liste de paramètres qui est définie. Certains qui vont prendre d'autres arguments en valeur, on verra ça un peu plus tard. Mais l'idée, c'est que là, on va lui dire ce qu'il faut compléter. Pour info, je me suis embêté à faire un petit formulaire avec une petite démo et vraiment un bac à sable d'invasion mutant, parce que c'est un format que j'ai adapté d'un atelier que j'ai donné au DevFest Nantes en 2024. Donc si vous voulez, il y a aussi un jeu sur l'URL food.fr/devfest.2024/jeu, où vous pourrez passer les niveaux tout seul. Ça nécessite d'aller lire l'aspect de temps en temps. Mais là, on va voir que tout simplement, comme mon mutant il se contente de changer d'attribut, on va paramétrer notre observeur pour lui dire de surveiller les attributs, au sens large. Donc on surveille les attributs et on déclenche la chose. Mon petit script va chasser les mutants, et si on le configure correctement, du coup, c'est bon, on a franchi une étape et on peut passer au niveau suivant. Et le niveau suivant, vous allez voir que petit à petit, là, donc le cas des attributs, c'est le soft, on va dire, des Mutation Observer, c'est vraiment le truc de base quand vous voulez surveiller quelque chose. Et petit à petit, on va augmenter la difficulté pour aller sur des choses de plus en plus fines, évidemment. Le deuxième mutant, c'est le super vilain. Et le super vilain, on le voit déjà que visuellement, il se passe des trucs un peu différents. En fait, alors là, c'est subtil, hein, vous le verrez beaucoup mieux à l'écran, mais en fait, c'est le contenu textuel de mon mutant qui change.
Les contenus textuels qui changent, ça arrive quand vraiment vous héritez de projets vraiment crado. C'est quand même un truc, normalement, vous ne devriez jamais faire ça vous-même. Mais typiquement, un bouton, on va prendre le cas extrême d'un lecteur vidéo développé vraiment à l'arrache par quelqu'un qui connaît absolument rien aux interactions et à l'accessibilité. Le cas typique, c'est un bouton lecture-pause, où en fait, au lieu de vraiment soit changer de bouton, soit définir un état en utilisant les propriétés ARIA qui vont bien, on se contente de changer l'icône à l'intérieur du bouton qui est une valeur textuelle. Typiquement, c'est un problème parce que pour l'utilisateur, il ne sait pas ce qui a changé. Pour lui, il est sur le bouton change de contenu textuel, mais ce n'est pas restitué, en fait, typiquement au lecteur d'écran. On ne va pas dire quand le contenu textuel d'un bouton change, puisque ce n'est pas censé arriver, en fait. Et donc, ça arrive, ce genre de truc. Ça arrive vraiment. J'ai déjà vu aussi des gens très tordus qui s'amusaient à changer le contenu textuel d'un bouton de soumission d'un formulaire. Quand le formulaire était invalide, le bouton disait littéralement désactiver, et si vous arriviez à valider, enfin à remplir le formulaire de manière valide, le bouton vous disait valider. C'est une UX très étonnante. Mais quelqu'un y a pensé un jour. Et typiquement, le petit aparté aussi, c'est que quand vous vous amusez comme moi à faire vos propres moteurs de slide en HTML et CSS sans JavaScript, si vous avez besoin de faire une vue présentateur et de la synchroniser, là, vous n'avez pas le choix, il vous faut un petit peu de JavaScript. Un mutation observer, c'est vachement pratique pour voir ce qui se passe. Typiquement, moi, pour synchroniser les slides, en fait, c'est la pagination que vous avez en bas à droite que je surveille avec un mutation observer, et comme ça, mes deux vues sont synchronisées dès que la pagination change d'un côté ou de l'autre. Et c'est vachement pratique, comme ça, on change juste le texte et tout se passe bien. Et donc, comment on écoute ça? Les changements textuels, en fait, on arrive sur un niveau qui est assez simple aussi. C'est un seul attribut booléen, comme on a vu pour attributes. On va laisser quelques super vilains apparaître parce qu'ils sont quand même rigolos à voler dans tous les sens. Et ils sont noctambules en plus. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il faut avoir un inspecteur Nyctalope pour réussir à les avoir, ceux-là. L'attribut, c'est caractère data. Enfin, l'argument à passer caractère data pour dire c'est les données textuelles qu'on va surveiller. Une fois qu'on le paramètre comme ça, tous nos petits mutants qui changent de contenu textuel, donc plutôt dès qu'ils changent de contenu textuel, ils vont déclencher Mutation Observer, notre fonction de callback va passer, les détruire. Généralement, une fonction de callback, c'est pareil, hein, ne fait pas ça. Voilà. Là, c'est aussi dans le cadre du jeu que je m'amuse à supprimer des éléments, mais un Mutation Observer juste pour supprimer des éléments, c'est quand même un bazooka pour tuer des mouches. Mais ça peut arriver, sait-on jamais. En tout cas, caractère data, c'est très intéressant parce que vraiment, pour ceux qui ont déjà galéré avec le DOM, quand vous devez jouer avec un nœud texte, typiquement, vous avez tout de suite des embrouilles que vous n'avez pas avec un élément HTML. Et donc, on va continuer. Le niveau 3, on a l'alien. L'alien, vous le reconnaissez, hein, le Space Invaders, il a tendance à envahir. Et lui, il fait des choses différentes. L'alien, il se reproduit à l'intérieur de son parent. C'est un alien. Et donc, le cas d'usage concret, c'est les changements de descendance directe. Alors, dit comme ça, on projette ça sur un humain après avoir vu Alien. C'est bizarre. Mais dans le DOM, ça arrive souvent en fait, de rajouter des éléments. Enfin, typiquement, un élément de liste ou un truc comme ça, quand vous êtes sur un script, un scroll infini, par exemple, qui rajoute des éléments, une fois que vous avez atteint le bas de la liste, hop, on en remet 10 de plus. Quand vous faites une pagination en dynamique, c'est pareil, en fait, vous allez basculer d'une portion de la liste à l'autre, et donc vous allez avoir des éléments qui vont s'ajouter dans le DOM. Ça arrive aussi avec des moteurs de recherche, je ne sais pas si vous connaissez Algolia, Meilisearch et d'autres trucs comme ça. Ceux qui sont bien faits vous déclenchent des événements pour réagir, ceux qui sont mal faits, et il y en a, se contentent de pousser les résultats dans le DOM et puis démerdez-vous avec ça. Dans ce cas-là, un Mutation Observer est plutôt intéressant. Et il y a un petit cas tordu aussi que j'ai malheureusement eu à gérer dans ma carrière, c'est quand on veut, quand le client veut, parce que moi je ne voulais pas, adapter la hauteur d'une iframe en fonction du contenu. Dans une iframe, vous naviguez, la page change, la hauteur change, mais votre contexte ne change pas, et du coup, il faut adapter le conteneur, l'iframe, en hauteur.
Alors c'est très bête, mais en fait, grâce à un Mutation Observer, c'est trivial. Ne faites pas ça chez vous et essayez de décourager vos clients de vous le demander aussi. Et donc, hop, mauvais sens. Tac. Oui, forcément. Et donc nos aliens, ils vont apparaître. Hein. Vous voyez qu'ils se reproduisent littéralement. Il faut imaginer que vous avez un seul mutant et que vous avez de plus en plus d'aliens à l'intérieur. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré dans l'inspecteur parce que ça pique les yeux. Mais voilà, donc vos aliens se multiplient et finissent par être très très nombreux. Hein. On voit notre score qui augmente. Ici, l'argument à utiliser, c'est childlist, pour dire qu'on va surveiller les descendants, littéralement. Donc vous lui passez une cible, et si des éléments HTML à l'intérieur sont rajoutés ou enlevés, vous aurez votre Mutation Observer qui se déclenchera. Et vous passerez dans vos fonctions rappel. On va les tuer avant qu'il y en ait des milliards. Ce jeu aussi, il ne faut pas le laisser tourner tout seul pendant longtemps sur votre navigateur, parce qu'au bout d'un moment, ça pique. Donc on a vu l'alien. Le niveau suivant, c'est le fantôme. Le fantôme, il disparaît un petit peu, il fait peur. Et ça, c'est quand il se passe, quand un attribut précis change pour une valeur précise. Donc on n'est plus juste à surveiller les changements d'attributs, on surveille les changements de valeur d'un attribut précis. Typiquement, le cas que j'utilise très souvent, malheureusement, c'est dans vos frameworks front préférés, pour ne pas citer Angular, quand vous avez des formulaires, des champs de formulaires qui sont invalides, ils vous rajoutent une classe. Et il se dit que c'est bon, vous allez vous démerder avec ça. Et sauf qu'en fait, une classe ne permet pas à indiquer à l'utilisateur d'un lecteur d'écran, par exemple, que le champ est invalide. Pour ça, il faut ajouter l'attribut aria invalide avec la valeur true. Et donc pour patcher ça de manière générique, sans s'embêter à faire des devs Angular spécifiques, vous utilisez tout simplement un Mutation Observer qui va surveiller les changements de classe spécifiquement. Là, on peut voir que c'est les valeurs des attributs qui changent. Hein. Le surlignage n'est pas évident pendant les changements. Mais donc en fait, vous allez dire quel attribut vous voulez surveiller, à quelle valeur vous voulez réagir, et ça va vous permettre de réagir globalement à tout ça. Donc typiquement dans Angular, vous mettez un Mutation Observer qui surveille l'attribut classe sur les éléments de formulaire, et si la valeur est invalide, vous rajoutez l'attribut aria hidden true. C'est trivial, ça prend 20 lignes de JS que vous pouvez faire sur une directive globale, et voilà. Pour info, Angular, ils savent qu'ils ont le problème, et au lieu de le corriger, ils vous proposent un CDK pour utiliser des Mutation Observers dans Angular. Voilà, chacun sa méthode. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils corrigent. Et donc, notre fantôme, pour le vaincre, on va en laisser apparaître quelques-uns parce qu'ils sont rigolos eux aussi. Donc là, en l'occurrence, je vais surveiller l'attribut ID. Vous notez que l'argument attribut filter, à partir du moment où vous l'utilisez déjà, faut savoir que mécaniquement, ça met l'argument attributes à true. Si vous utilisez un attribut filter, c'est que vous écoutez les attributs. Donc il y a une notion d'argument, d'héritage dans les arguments. Et vous lui passez un tableau de chaîne qui correspond à tous les attributs que vous voulez écouter. Donc vous pouvez en écouter plusieurs à la fois, avoir un seul Mutation Observer qui se déclenche dans tel changement d'attribut et avoir votre fonction de callback, par exemple, qui va faire le tri entre les différentes valeurs. Une fois que vous avez mis ça en place, hop, on déclenche le script, on tue tous les fantômes. Alors des fois, ils sont un peu longs à tuer, les fantômes. J'ai mis un peu trop de changements d'attributs random. On va y arriver. Et en tout cas, ça c'est le cas d'usage. Typiquement, moi en tant que dev qui fait pas mal d'Angular, c'est le truc que je mets, c'est une directive que je pose sur mes projets Angular. Dès qu'il y a du formulaire, il n'y a pas besoin de se poser la question. Il résiste, celui-là, il ne veut pas changer d'ID. Ah, ça y est. Dommage. Hop, on relance. Voilà. Merci. Le niveau 5. Et alors,
Je ne vais pas vous spoiler, mais il y en a quelques-uns des niveaux, en fait, on peut vraiment être très, 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 très précis avec les Mutation Observer. Le sorcier, il fait des tours de magie et ça commence à être un peu pénible. Typiquement, le cas d'usage précis, c'est les changements de descendance profonde. On avait vu tout à l'heure avec Childlist qu'on allait juste surveiller ce qui se passait à l'intérieur. Ici, on va aller un peu plus loin. Il y a un cas d'usage qui est vraiment hyper tordu, mais qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand vous travaillez avec des web components, de temps en temps, vous voulez reproduire ce qui se passe avec vos frameworks préférés, typiquement Angular. Quand vous supprimez un composant, il y a un hook dans le cycle de vie qui est le destroy qui va vous permettre de déclencher des choses quand le composant est retiré du DOM. Et il faut savoir qu'un web component, vous avez un hook dans son cycle de vie qui s'appelle disconnected callback qui se déclenche quand l'élément est supprimé du DOM. Mais typiquement, si vous voulez déclencher un événement lors de la suppression du DOM, en fait, vous ne pouvez pas utiliser la méthode dispatch event traditionnelle dans un disconnected callback parce qu'au moment où il est déclenché, votre élément n'est déjà plus dans le DOM. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas dispatcher un event. Là où en Angular, typiquement, vous allez faire un observable ou un signal. Donc quand vous êtes là, quand vous avez besoin d'émettre un événement quand un élément est supprimé, au hasard un mutant dans un jeu ridicule, en fait, il faut un mutation observer pour surveiller la suppression de votre web component. Et là encore, si vous utilisez des web components dans des frameworks front, en fait, vous aurez très certainement le problème. Dès que vous êtes dans une SPA et que vous utilisez des web components, vous risquez d'avoir le problème très très fort. Et donc notre sorcier, il traverse la montagne. Hein, toute ressemblance avec un sorcier fictif ou existant serait totalement fortuite. Le sorcier, de la même façon, en fait, on ne le voit pas bien, mais les sorciers s'imbriquent les uns dans les autres. Je vais essayer de vous montrer ça. Est-ce que je peux vous montrer ça? En fait, il y a un sorcier qui se met dans un sorcier, qui se met dans un sorcier, et c'est assez bizarre à la fin. Oh, je ne vais pas y arriver. Hop. Je vais vous le montrer sur celui-là s'il veut bien marcher, mais je ne crois pas. Voilà, on voit un peu l'effet sphère en fait. Du coup, on a bien notre mutant et on a un span avec un sorcier, puis on lui met un span avec un sorcier, puis voilà. Et donc ça peut être très très long comme blague, hein. Je vais vous épargner la suite de l'histoire. Les sorciers ne sont pas censés faire ça. Et donc ici, on va commencer à franchir un niveau de complexité. On va bien être dans le childless true, mais on va préciser qu'on veut aussi surveiller les enfants. Et donc les changements de descendance directe des enfants de notre premier élément. Et donc ça, c'est l'argument sub-tree qui permet de surveiller la descendance profonde. Il y a beaucoup de sorciers aussi, mais en fait, c'est pas tant que ça. Et donc voilà, c'est bête, mais c'est le genre de truc aussi qui peut se produire typiquement, visuellement, une fois que je vous ai montré les spans qui s'imbriquent les uns dans les autres. Si vous avez un composant d'arbre à plier, déplier à l'infini, comme ça, en fait, c'est typiquement le genre de choses, si vous devez surveiller des changements dans cette descendance, un mutation observer est peut-être la façon la plus efficace de gérer ça au lieu de déclencher des événements et de les écouter globalement. On a aussi le vampire. Le vampire, donc avec des grandes dents, typiquement, il a tendance à bouffer des valeurs. Pour les plus vieux d'entre vous, je ne sais pas, ça n'a pas beaucoup réagi tout à l'heure quand je parlais de Firebug en 2003 ou 2004, donc, mais il y a eu une époque où pour afficher et masquer un élément, la méthode la plus simple, c'était les méthodes de jQuery, .hide et .show respectivement. Et en fait, tout ce qu'elle faisait, c'était rajouter une classe, open et show, et brancher des styles dessus, typiquement un display none. Et pour info, la première version d'Angular, AngularJS, c'est ce qu'elle faisait quand vous faisiez un ng-hide ou un ng-show, c'était juste du jQuery derrière. Ça vous donne un peu le niveau de complexité du framework. Donc typiquement, à l'époque, quand vous vouliez déclencher des actions en JavaScript, quand vous masquiez ou affichiez un élément en jQuery, étonnamment, jQuery ne déclenchait pas d'événement. Ça a été corrigé plus longtemps, mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout, personne n'utilise jQuery. Mais du coup, c'est un problème qu'on peut contourner très facilement aujourd'hui si on se retrouve dans le même cas d'usage avec un mutation observer. Et on peut voir que là, on revient sur un cas, alors ça va un peu vite,
mais on a des noms de classes qui viennent, qui s'en vont et qui reviennent, comme des tout petits riens. Et évidemment, voilà, faut qu'on réagisse. Vous avez compris le principe, je pense maintenant, c'est un peu redondant. Mais aujourd'hui, on a toujours notre... donc là, on chasse un vampire, hein, donc évidemment, Mutation Observer, ça s'appelle Slayer, pour ceux qui ont des refs des années 90. Ici, on va chercher à surveiller les anciennes valeurs d'attributs. Et donc, typiquement, l'argument, c'est attribute old value, qui implique attribute true, évidemment. Et donc, attribute old value, ce qu'il va faire, c'est rajouter aux éléments qui sont transmis dans le Mutation Observer, qu'on appelle des Mutation Records, c'est un type d'objet spécifique, il va rajouter des propriétés, notamment liées à old value. Donc, dans la démo, je fais très simple. Old value, ça va être une chaîne, enfin littéralement, là dans mon cas, comme je surveille une valeur d'attribut, il va me transmettre la valeur de l'attribut. Donc l'intégralité, hein, on ne va pas avoir un tableau de chaînes, même si on est dans un attribut qui supporte plusieurs chaînes, on va avoir une seule grosse chaîne avec des espaces. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des regex, à faire du split et des trucs comme ça. Ne faites pas ça. Vous pouvez aussi utiliser la méthode .include juste pour vérifier si votre valeur était dedans. Et en l'occurrence, là, on va supprimer l'élément qui a déclenché la mutation si dans l'ancienne valeur il y avait mutant, sous-entendu si elle n'est plus dans la nouvelle valeur. Et donc là c'est pareil, je l'ai laissé tourner un petit peu longtemps, j'espère qu'il ne va pas mettre 8 jours à chasser les vampires. On y est presque. Mais là on commence à voir en tout cas que les Mutation Observer, donc c'est très fin dans le paramétrage, mais ça peut devenir hyper puissant avec la fonction de callback où vous allez récupérer dans votre mutation record plein d'informations et où vous allez avoir accès à tout le reste du DOM aussi pour réagir, pour déclencher des choses. Typiquement, une pratique, je ne vais pas dire bonne parce que je ne sais pas encore honnêtement, mais c'est de déconnecter l'observeur directement dans son callback. Étonnamment, en fait, il va continuer à s'exécuter pour tous les autres éléments qui vont avoir et déjà déclenché le Mutation Observer. Mais une fois qu'il aura fini de tout traiter, il va se déconnecter tout seul. Je pense qu'il y a des cas où ça, c'est pas une bonne idée, mais je ne les ai pas encore trouvés. Et donc là, j'ai un mutant qui est assez rigolo parce qu'il vieillit, vous voyez, c'est un bébé, un enfant, etc. C'est complètement dingue ce qu'on peut faire avec des emojis aujourd'hui. Vraiment. Et donc là, on peut voir qu'on a juste le contenu qui change, comme on a vu avec un exemple précédent. Donc c'est du contenu textuel, hein, un emoji, c'est joli, même votre inspecteur vous présente l'emoji restitué visuellement, mais en vrai ce ne sont que des caractères, que du texte. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est quand le caractère précédent était celui qu'on voulait. On va pouvoir surveiller les changements de caractère précis, et donc dire si dans mon changement de contenu textuel, il y avait telle portion de texte, je déclenche quelque chose. Typiquement, c'est malheureusement encore quelque chose que j'ai eu à faire avec un composant de création de mot de passe, où vous aviez une liste un peu imbitable de critères à remplir, et où l'ergonome qui avait imaginé la solution s'est dit qu'en fait, quand un critère est validé, au lieu de juste mettre une coche verte et dire « ok, c'est bon », il l'enlevait de la liste. En fait, c'est assez pénible à faire et vous ne trouverez jamais un composant qui fait ça parce que c'est complètement con de ne pas dire à l'utilisateur c'est bon. Mais au final, quand vous devez le faire, ben voilà, si vous voulez vraiment réagir, être sûr que par exemple tous les critères ont été franchis ou qu'un tel ou un tel n'a pas été franchi, vous pouvez utiliser un Mutation Observer et encore une fois, vous avez moins de 20 lignes de JS pour gérer tout votre comportement. Donc j'espère que vous n'avez jamais vu ça, évidemment. Ici, vous avez compris la mécanique. Hein. Franchement, les gens qui ont écrit les specs, c'est très bien. Ils n'ont pas été imaginatifs. Merci. Donc là, on est dans les caractères data. On surveille les anciennes valeurs. C'est caractère data old value, qui implique donc caractère data. Et ça suffit. Et dans notre mutation observer, donc, enfin dans le callback, on va faire sensiblement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que quand la old value, c'est le crâne, donc sous-entendu avant d'arriver à la mort, hop, on supprime nos mutants.
Et donc là, c'est assez rigolo si vous arrivez à vous fixer sur un des mutants, vous attendez qu'il soit en crâne, et en fait, avant de passer à la version pirate avec les fémurs derrière, il disparaît. Ils ont tendance à bouger, donc c'est pas évident à surveiller, mais voilà. Et on a le boss final. Le boss final, c'est que là, moi, vous avez vu mon callback, hein, il est quand même assez bourrin. Globalement, quand il y a un mutant, je le supprime. Évidemment, dans la vie réelle, c'est un peu plus compliqué que ça. Typiquement, je supprime tous les mutants qui correspondent à la condition, mais si je veux les filtrer, par exemple, si je veux dire, ok, il répond à la condition, mais lui, je veux le garder, au lieu de tout supprimer comme un bourrin. Et bien là, va falloir être, toujours pas dans la bonne direction, va falloir être un peu plus imaginatif. Merci. Oh, c'est pas vrai. Ah, on n'a pas vu les solutions, tout va bien. Va falloir être un peu plus imaginatif. Ce niveau-là, il va pas vouloir marcher, je crois. Voilà. Ce niveau-là, le boss final, du coup, il y a tous les mutants qui apparaissent dans tous les sens. Enfin, c'est en mode random, en fait. Donc, il y a un mutant qui apparaît, il choisit son type, et donc il fait ses mutations. Et ponctuellement, on n'en a pas encore vu apparaître, vous allez avoir un mutant qui n'a pas de type, et c'est donc un humain, standard. L'humain, vu qu'on est en mode sauver le monde, on ne va pas le buter. Voilà. Ah, ça y est, on a un humain qui bouge pas. Vous voyez à côté des mages, hop, un deuxième humain. Et donc les humains, on ne veut pas les buter, on veut les sauver, donc on veut buter tous les mutants autour. Et là, donc, ça va se jouer dans notre fonction de callback. Dans la fonction de callback, on a accès à plein de choses, hein, on l'a vu, on a accès au hold value, on a accès au DOM, on a accès à plein de choses. Moi, je vais vous montrer la méthode la plus simple à retenir dans le cadre d'une démo pour être sûr de ne pas se planter, mais sachez qu'il y a une autre version plus intéressante qui coûtera moins cher. Hop. Enfin, qui sera beaucoup plus fine. Donc typiquement, je veux buter tous mes mutants, mais pas ceux. En fait, je veux garder tous ceux qui n'ont pas de type. Ça commence à être un peu le bazar dans le niveau. Si j'ai pas fait de faute de syntaxe, ça va passer. Voilà. Donc ce que j'ai fait littéralement, c'est juste sélectionner tous les mutants qui n'ont pas de type et les supprimer directement. Donc c'est rudement efficace, hein, ça va beaucoup plus vite que d'attendre qu'il y ait une mutation, vous avez vu. Donc c'est un peu bourrin. En vrai, c'est vraiment de la triche parce que la suppression s'est déclenchée dès qu'un mutant a déclenché un changement. Donc évidemment, c'est beaucoup plus efficace que ce que je faisais tout à l'heure. Donc les solutions, donc il y a la version soft. Alors, en l'occurrence, j'avais même utilisé un sélecteur un peu plus prudent que ce que je viens de faire. On a surtout la solution donc précautionneuse où on va vraiment exploiter l'objet mutation record. Et on va donc récupérer, ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc on avait vu tout à l'heure que dans l'objet mutation record, on a, quand on s'en sert, un argument, une propriété hold value qui est hyper efficace pour comparer. On n'a pas la propriété new value. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on ne l'a pas. On n'a que la hold value, donc il faut s'amuser à faire du matching. Par contre, on a aussi la propriété target, donc qui vous retourne l'élément DOM qui a déclenché le mutation observer, qui a répondu aux critères d'observation. Donc ça, c'est hyper pratique, typiquement pour vérifier son non-name. Et donc là, en l'occurrence, un mutant. Pour ceux qui n'aiment pas trop les capitales, non-name, c'est un truc qui est hérité de SVG, donc vous écrivez en capital. Bon, pas de bol, c'est toujours aussi moche, mais en fait, c'est difficile à changer. Vous pouvez accéder du coup à tous les attributs d'homme. Vous avez vraiment accès à l'élément. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez vérifier que c'est un mutant et que son attribut type n'est pas vide. Et donc, on remplit la condition. Là, on a vraiment les mutants qui sont en train de nous envahir. Et dans ce cas-là, on le supprime.
Il y a une petite subtilité, vous savez, pour tous ceux qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui font des trucs un peu chelous entre eux. Du coup, on va remonter, vu qu'on n'imbrique pas des mutants les uns dans les autres, mais on imbrique des spans dans le mutant, on va remonter au parent le plus proche qui est un mutant. Et s'il y a un parent proche qui est un mutant, on le supprime aussi. Pas de bol. Donc on a énormément d'options pour paramétrer un mutation observer. On peut évidemment utiliser plusieurs mutation observers dans la même page, vu qu'on leur affecte, c'est une classe qu'on instancie et qu'on affecte à une constante. Idéalement, hein, vous n'allez pas, un mutation observer devrait être une constante. Et donc vous allez pouvoir vous en servir à plein d'endroits différents. Comme on l'a vu, l'instanciation d'un mutation observer, son paramétrage, vous en avez littéralement pour 5 lignes de JS. C'est un truc ultra performant qui est supporté dans les navigateurs depuis 11 ou 12 ans, un truc comme ça. Et après, la complexité du code va dépendre de votre fonction de callback. Évidemment, si vous faites des trucs à rallonge dedans, voilà, hein, c'est des questions d'organisation de code traditionnelle. Mais en tout cas, l'objet mutation record, il possède encore d'autres propriétés que personnellement j'ai quasiment jamais utilisées, donc que je ne considère pas comme intéressantes, mais il y en a d'autres. Donc si jamais vous avez des cas d'usage de mutation observer, pensez à aller voir la doc parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Et un truc intéressant et hyper important, c'est que les mutation records, les mutation observers, c'est pas la seule API d'observer que vous avez dans les API DOM. Une API sœur qui est extrêmement utilisée par tous les outils de perf ou d'animation, c'est les intersection observers, qui, comme leur nom l'indique, vont vous permettre de surveiller quand des éléments intersectent, il n'y a pas de verbe pour ça, enfin, se superposent, voilà. Et donc vous allez observer un élément et votre observer va vous permettre va être déclenché quand un autre élément va le traverser. Et donc vous spécifiez les deux éléments, vous spécifiez l'élément à observer et l'élément à suivre en termes de déplacement. Quand vous faites des effets de parallaxe, quand vous faites des effets d'animation un peu riches, quand vous avez des trucs qui risquent de se chevaucher en termes d'accessibilité, ça arrive et c'est un problème. Les intersections observers, c'est hyper efficace. Typiquement pour ne pas que, dans le jeu encore une fois, hein, donc c'est un cas d'usage qui est peut-être extrêmement tordu, mais dans mes démos et dans le jeu, les mutants ne commencent à envahir le décor que quand on est en train d'afficher le décor. Parce que vu que c'est un seul document HTML, l'intégralité de mes slides, si j'avais pas fait ça, en fait, en arrivant sur un slide, il y aurait déjà eu plein de mutants partout et ça aurait été interminable. Quand on voit comment en 30 secondes c'est déjà envahi, on n'y serait jamais arrivé. Donc il y a un intersection observer qui surveille le contenu global, et si un slide arrive, on va chercher le playground dans l'occurrence, et on déclenche l'invasion. Dans les trucs un peu moins utilisés, on a les resize observers. Il y a plein d'éléments qui ne déclenchent pas d'événements ou qui ne vous permettent pas d'interagir quand ils sont redimensionnés. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a des cas d'usage où on redimensionne les choses. Et typiquement, on peut redimensionner une fenêtre aussi. Et ça, à part surveiller des media queries pour voir les contraintes appliquées sur le viewport, c'est difficile de réagir à ça proprement. Un resize observer, ça vous fait ça de manière ultra performante et ultra simple. Ça va juste vous dire le truc a été redimensionné, et dans votre callback, vous vérifiez les dimensions, vous vérifiez les contraintes que vous voulez, et vous pouvez réagir à ça. Donc c'est très puissant aussi, mais ça pour le coup, j'ai jamais eu à m'en servir. Et il y en a un autre pour les vrais geeks de la performance, parce que pour le coup, c'est pas un truc qui va apporter une fonctionnalité à votre page, c'est les performance observers. Les performance observers, vous allez pouvoir définir vous-même des métriques à observer, et ça va respecter toutes les méthodes qu'on a vues pour les mutation observers. Vous allez définir votre observer avec les paramètres que vous voulez, et vous allez lui dire d'observer tel élément, et vous aurez un callback déclenché quand il franchira telle contrainte. Typiquement, c'est quelque chose que j'ai vu utiliser dans des libs qui font du chargement asynchrone de ressources, où vous allez pouvoir mettre en place un arbre de décision. Si mon script met plus de 300 millisecondes à se charger, on zappe le chargement, on n'en a pas besoin, on fait autre chose.
Donc voilà, on va pouvoir faire beaucoup de choses et les Performance Observer, ça vient aussi avec une extension de l'API qui va permettre de faire des logs, de vous déclencher des logs. Donc vous aurez, comme pour les Mutation Observer, des performance records, mais vous aurez aussi des logs qui vous permettront éventuellement de les pousser quelque part. Typiquement, si vous voulez juste faire du monitoring de performance de vos applications, vous pouvez utiliser des Performance Observer qui vont aller écrire des logs quelque part où vous poussez des infos. Et voilà, pour les gens qui font de la perf, c'est un truc hyper important. Et donc voilà, on est arrivé au bout de la présentation. Vous pourrez trouver dans le dernier slide le jeu que j'ai évoqué, que j'ai fait donc, pour le DevFest Nantes en octobre dernier. Donc pour info, c'était le support d'un atelier. Donc sans animateur d'atelier, eh ben, je vous conseille d'ouvrir la spec pour avancer petit à petit vous-même. C'est tout à fait réalisable, plein de gens l'ont déjà fait, mais voilà. Sachez qu'il était vraiment fait pour le support de l'atelier, donc c'est peut-être un peu étonnant de prime abord. N'hésitez pas à laisser votre feedback sur OpenFeedback, enfin sur le site du DevQuest, vous avez accès au OpenFeedback. Quelques crédits, parce que je me suis beaucoup amusé avec les typographies et des choses comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Pour information, la réalisation de cet atelier m'a permis d'ouvrir 4 bugs dans 4 moteurs de rendu différents de navigateurs. Donc je vous conseille vraiment de jouer avec les emojis. Vous allez voir que c'est toute une histoire. Et voilà, merci. Et est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup, Gaël. Top, je pense qu'on a appris plein de trucs et bravo pour ce travail aussi, parce qu'il y a effectivement le fond, la forme, trop bien. Malheureusement, vu l'heure, je suis désolé, mais on va pas avoir le temps pour les questions en live, comme d'habitude. Gaël, il va être dispo à votre disposition. Pourquoi pas. En tous les cas, au niveau du Dôme, vous allez pouvoir discuter avec lui, échanger avec lui. Donc, désolé, effectivement, il faut qu'on prépare pour tout à l'heure. Donc, moi, en tous les cas, je te redis merci, je te redis bravo. Et gardez vos questions parce qu'on en a plein, à mon avis, et ça va être très cool. Merci encore. Merci à vous.